On va commencer par le syndrome de l'intestin irritable. Donc, comme introduction, il faut savoir que la colopathie fonctionnelle, soit le côlon nerveux, c'est un motif de consultation très fréquent, qui est généralement surtout chez les femmes, mais ça existe toujours chez l'homme. D'accord. Il faut savoir que cette pathologie, elle présente un pourcentage de consultation de non-consultation très élevé. Donc, dans la plupart des cas, les malades négligent la symptomatologie de la colopathie fonctionnelle. Juste 15% qui consultent chez un généraliste et 5% qui arrivent à la visite chez un spécialiste. Donc, c'est quoi la colopathie fonctionnelle? C'est généralement, donc c'est une définition opérationnelle par l'OMS généralement. C'est l'association d'une douleur, soit un inconfort digestif, qui est associé à des troubles de transit. D'accord, qui sont généralement d'une façon chronique. Donc c'est une pathologie chronique avec des périodes de poussée et ça se passe par des poussées et des rémissions. Donc il y a ici pour la définition les critères de Rome, d'accord. Douleur abdominale chronique, au moins un jour par semaine dans les 3 derniers mois, associée avec au moins 2 points suivants, c'est-à-dire c'est essentiel d'avoir une douleur abdominale chronique. En plus, cette douleur elle est en relation avec la défécation et en deuxième lieu, il y a une modification des selles, la fréquence et l'aspect, etc. Il y a des sous-types de syndrome de l'intestin irritable. Il y a ceux qui présentent comme trouble de transit une constipation. Il y a d'autres qui présentent du diarrhée. Il y a des syndromes qui présentent les deux. Donc, et la diarrhée et la constipation. Et le syndrome de l'intestin irritable non classé qui présente la symptomatologie qui diffère totalement. Donc on va passer vers le mécanisme physiopathologique. Donc pour avoir le douleur, pour avoir le météorisme et le trouble de transit, généralement c'est la prédisposition génétique dans certains cas qui est de la cause. Parfois c'est une infection intestinale, parfois c'est des mécanismes micro-inflammatoires, c'est l'hypersensibilité viscérale et surtout les troubles de la motricité. Les deux, les troubles de la motricité et les troubles de la sensibilité viscérale sont les deux facteurs qui sont les plus incriminés dans cette pathologie. Donc le rôle de médecin, c'est de faire un diagnostic positif, rapide, d'accord, chez le malade qui présente cette pathologie, parce que c'est une pathologie qui est gênante pour lui. Donc il faut arriver à la fin au diagnostic et de ne pas passer à côté devant des pathologies qui sont organiques. Donc on peut dire que la colopathie fonctionnelle, c'est un diagnostic d'élimination. Il y a deux conduites, soit on va faire un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire on va utiliser la deuxième conduite. Donc le médecin il va demander pas mal des examens complémentaires dans le but de quoi? D'éliminer tout ce qui est pathologie organique, où ça coûte très très élevé, ça coûte cher. Le diagnostic positif, si on a déjà devant la symptomatologie, on a directement posé le diagnostic avec des critères diagnostiques cliniques sans examen complémentaire. C'est ça les deux conduites. Il faut savoir que l'interrogatoire, donc ça va nous aider pour trancher est-ce qu'il s'agit d'une pathologie organique ou fonctionnelle. Il faut savoir le type et l'ancienneté des symptômes, les signes d'alarme, surtout les signes d'alarme, les antécédents personnels familiales des cancers digestifs, cancers colorectal, etc., prise médicamenteuse, traitement associé à une autre pathologie, les facteurs psychosociaux. On peut avoir aussi dans certains cas des troubles qui sont dyspeptiques, c'est-à-dire dans la plupart des cas c'est une dyspepsie, d'accord, généralement c'est une dyspepsie. Il y a des manifestations parfois extra-digestives, des fatigues, des céphalées, des lombalgies, des symptômes urinaires, des paroniformes sévères. Dans certaines formes sévères, on peut avoir même des signes qui sont un petit peu graves. Donc il faut faire un examen clinique méthodique complet. Il faut rechercher systématiquement les signes d'alarme, la présence de sang dans les selles, donc l'hémorragie digestive en général, dans la plupart des cas, c'est un signe d'alarme. Les antécédents familiaux de cancer codique, l'anomalie de l'examen clinique, l'amaigrissement, symptômes nocturnes, anorexie. Ces signes, ça nous oriente que le patient n'a pas quelque chose de fonctionnel et c'est surtout organique, donc il faut explorer. Donc pour poser le diagnostic positif, si le patient il est jeune, les troubles sont anciens sans aggravation récente, s'il n'y a pas de signe d'alarme et il n'y a pas d'antécédents, et généralement le bilan morphologique, c'est-à-dire la TDM récente de 5 ans, elle est négative, donc on peut faire un traitement d'épreuve sans passer par les examens complémentaires. Mais si le patient il est âgé avec des signes d'alarme et parfois surtout ses diarrhées prédominantes, il faut faire
des examens complémentaires. Quels sont les examens qu'on va les utiliser? Un bilan biologique, FNS, syndrome inflammatoire, et on va passer vers l'examen parasitologique des selles. Dépistage de la maladie cœliaque, rechercher une dysthyroïdie parce qu'on peut avoir ces symptômes par l'hypo, soit par l'hyperthyroïdie, l'intolérance au lactose et la coloscopie, c'est systématique dans certaines situations où le patient il a vraiment quelques... Donc il y a des signes d'alarme, par exemple donc une hémorragie ou quelque chose. Échographie abdominale et parfois on arrive jusqu'à la TDM. Par rapport aux règles thérapeutiques, on va commencer par les règles hygiénodiététiques. Ces patients, l'essentiel, donc la partie la plus importante dans le traitement de la colopathie fonctionnelle, c'est les règles hygiénodiététiques. L'exclusion alimentaire, mais pas forcément, il faut faire une exclusion systématique. Bien sûr, tout ce qui est aliments qui favorise la symptomatologie, il doit être donc interdit systématiquement. D'accord ? Il faut bien sûr consulter pour un nutritionniste, etc., pour avoir un régime alimentaire qui est vraiment convenable. Les conseils habituels, c'est surtout l'alimentation riche en fibres et en eau. Donc la quantité de fibres dans les aliments d'un sujet qui présente la colopathie fonctionnelle doit être la majoritaire. Donc tout ce qui est grains entiers, les fruits, les légumes, etc. Et bien sûr l'eau, la consommation de plus de 2 litres par jour. Donc ça va améliorer la symptomatologie. Et on va passer vers le traitement médical. C'est les antispasmodiques qui sont utilisés pour soulager la douleur. C'est surtout, il y a le spasfon, d'accord, et le débridate qui sont les plus utilisés. Généralement, c'est un traitement des poussées. Il y a ce qu'on appelle l'argile naturelle, d'accord, qui améliore certains symptômes, surtout quand il s'agit d'une atteinte par diarrhée, d'accord. Ça va améliorer les signes. Les antidépresseurs, quand il s'agit d'une... Donc on a parlé que la colopathie fonctionnelle ou le côlon nerveux, c'est une pathologie psychomotrice, somatique. Et on peut avoir, le facteur qui favorise ça, c'est généralement une dépression, soit un choc émotionnel, ou parfois le stress, parfois c'est plusieurs manifestations psychologiques qui peuvent favoriser cette pathologie. Donc on peut traiter par les antidépresseurs tricycliques. Il y a ici aussi les antagonistes de la sérotonine. Il y a les antagonistes de 5-HT3 et les agonistes de 5-HT4 sont deux récepteurs différents. Chacune, elle va agir sur un type de syndrome, soit à prédominance diarrhéique, soit à prédominance constipation comme trouble de transit. Donc, comment on va passer donc vers l'algorithme, mais avant il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle les médicaments qui agissent sur les écosystèmes intestinaux, qui sont les antibiotiques et les probiotiques. Quand il s'agit par rapport au mécanisme, c'est le problème de la pullulation microbienne, problème de micro-organismes, la flore bactérienne intestinale. On peut utiliser les antibiotiques métronidazole ici, soit des probiotiques, d'accord. Il y a aussi les régulateurs de la transit quand il s'agit de la constipation, soit diarrhée. Le pyramide, quand il s'agit de la constipation, généralement c'est les lactuloses et les laxatifs osmotiques, etc. C'est ça l'algorithme. S'il s'agit d'un syndrome de l'intestin irritable qui est intermittent, d'accord, on donne un traitement, on peut dire qu'il est symptomatique. En cas d'échec, on va passer vers les tricycliques. En cas d'échec, il faut faire des alternatives parce qu'on est sûr qu'après écarter les différentes pathologies organiques, il s'agit d'une colopathie fonctionnelle. Et ce n'est pas donc bizarre de ne pas avoir une amélioration sous traitement parce que ce n'est pas un traitement étiologique, c'est un traitement juste symptomatique. Quand il s'agit d'un syndrome de l'intestin irritable qui est contenu, d'accord, on va passer directement vers les tricycliques parce que les antispasmodiques et le traitement de l'argile naturelle, ça ne va pas améliorer. Donc on passe directement au traitement, comme on peut dire, de la deuxième ligne, tricyclique, et on va attendre les résultats. C'est ça. Il faut savoir que la colopathie fonctionnelle, en conclusion, c'est un problème de santé publique. Il va retentir sur la vie sociale du patient, il a un retentissement aussi psychologique. Donc c'est un problème vraiment aussi pour le médecin pour poser le diagnostic. Parfois on peut
donc gaspiller pas mal d'argent par des examens complémentaires qui ne donnent rien à la fin, parce qu'il s'agit d'une pathologie qui est tout à fait fonctionnelle. Merci.